Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré à WatchGuard Dimension. Je suis Jérémy Schramm, ingénieur avant-vente chez WatchGuard France. Dimension, qu'est-ce que c'est? C'est un système de logging et de reporting qui est directement fourni avec les UTM WatchGuard. C'est un produit qui n'a pas de licence lui-même, donc vous pouvez l'utiliser librement tant que vos boîtiers, eux, ont une licence active. Il n'y a pas non plus de limite de stockage pour Dimension. Dimension est une machine virtuelle que vous allez installer soit en local, soit à distance, en data center, hébergé, en cloud, peu importe. Et Dimension va donc recevoir des logs chiffrés envoyés par un ou plusieurs UTM WatchGuard. Alors pour cette démo, nous allons utiliser pardon, nous allons utiliser une version de démo qui est accessible en ligne, donc sur laquelle vous pourrez retourner à tout moment. La première, c'est donc demo.watchguard.com et la seconde, demo-anon.watchguard.com. On y passera aussi. C'est une version de démo dans laquelle les logs ont été anonymisés puisque c'est une fonctionnalité qui est disponible de base dans Dimension. Alors, trêve de PowerPoint, on va passer directement dans le vif du sujet. Je m'y connecte donc avec un navigateur, n'importe lequel de préférence, ça n'a pas la moindre espèce d'importance. Aucun plugin ou ActiveX ne sont nécessaires. Et je vais donc me connecter avec le compte de démo. J'ai donc ici un serveur Dimension qui est connecté à différents boîtiers dont les noms apparaissent dans la colonne de gauche. Un seul d'entre eux envoie actuellement ses logs. Les autres peuvent être déconnectés ou ne pas générer de logs. La colonne gérée correspond à une licence un peu particulière. C'est une licence complémentaire qui s'appelle Dimension Command. Dimension Command est fournie dans la Total Security et ça permet de transformer un serveur Dimension en un serveur de gestion centralisé web. On a ensuite l'adresse IP depuis laquelle le boîtier envoie ses logs, le numéro de série, la version, le modèle, et donc, puisque vous connaissez déjà probablement tous WatchGuard, vous savez que les OS sont compatibles entre eux et donc Dimension est compatible avec tous les modèles d'UTM WatchGuard. Il sera possible de créer des groupes d'affichage de façon à avoir les tableaux de bord qu'on va voir par la suite, mais non plus à l'échelle d'un boîtier, mais à l'échelle de plusieurs, de façon à avoir une vue régionale ou nationale. Je vais donc accéder au boîtier Web Démo. Voilà. Alors, tous les rapports que vous allez voir à partir de maintenant sont basés sur une période de temps qui se définit en haut à gauche, à l'échelle de la minute et sans limite si ce n'est ce que vont permettre les logs. Tous les tableaux de bord sont générés dynamiquement et donc si vous avez 4 ans de log, eh ben, il vous sera possible d'aller vérifier ce qui s'est passé le 4 avril 2017 entre midi 12 et midi 13. Tous les rapports qu'on va voir sont exportables en PDF. Vous aurez toujours en haut à droite ici un bouton pour l'export en PDF. Ce PDF est personnalisable. Je vais vous le présenter. Voilà, donc on a ce magnifique rapport sur lequel vous pourrez remplacer le logo pour mettre le vôtre, etc. Vous aurez également la possibilité de planifier un envoi automatique de ces rapports, ce que dans la plupart des cas, vous veillerez à ne pas faire. Pourquoi? Première chose, les rapports fournis en PDF sont plats, il n'y a pas de dynamique dedans, par opposition aux tableaux de bord qu'on va voir, dans lesquels on peut jongler avec la donnée, on peut voyager à l'intérieur, donc on a une lecture qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus intéressante à partir des tableaux de bord. Ce qui sera d'autant plus facile à mettre en œuvre que dans Dimension, comme dans tous les produits WatchGuard, il est possible de définir des droits d'accès granulaires basés soit sur des comptes intégrés à Dimension, soit sur un Active Directory ou un LDAP de façon générale. Donc ce sera beaucoup plus intéressant de donner un accès. Ensuite, si vous êtes IT, si vous êtes dans un service technique,
Ces rapports, vous allez les comprendre assez facilement. Si vous envoyez ces rapports à un chef d'entreprise, par exemple, ce sera peut-être plus difficile pour lui, sans bagage technique, de comprendre le contenu de ces rapports. Donc faire un accompagnement à la lecture et à la compréhension de ces rapports, c'est souvent bien plus intéressant. Deuxième point, et pas des moindres, ces rapports vont contenir de la donnée à caractère personnel, qui tombe donc sous le coup de la RGPD, enfin du RGPD. Et donc, ça implique que ces rapports que vous allez envoyer par email, vous allez devoir mettre en œuvre des processus pour vous assurer que ces emails ne soient pas transférés et s'assurer que les documents soient supprimés en temps et en heure, ce qui va rendre la chose un petit peu plus compliquée. Donc, je vous encourage vivement à ne pas utiliser ces fonctionnalités d'envoi automatique par email, puisque donc ça générera bien plus de problèmes que ça n'en règle. Donc, nous sommes dans le tableau de bord exécutif. Le tableau de bord exécutif va nous fournir un top 10 des usages. Donc, le top 10 des clients avec des noms d'utilisateurs issus d'un Active Directory, des coupons utilisateurs pour un portail de connexion Wi-Fi, des adresses IP, des alias, des noms d'hôtes, des noms de machines, etc., etc. Et tout ça, donc, va être client au sens réseau du terme. On aura le top 10 des domaines visités, le top 10 des destinations associées à ces domaines, le top 10 des catégories d'URL, le top 10 des applications et le top 10 des protocoles utilisés pour tout ceci. À chaque fois, ce n'est qu'un top 10, donc on a la possibilité de voir l'ensemble de la donnée. Donc ici, pour les principaux clients, je vais cliquer sur tout afficher et j'aurai la liste complète des clients concernés sur la période donnée. Ces données sont dynamiques, je vous le disais, ces tableaux de bord sont dynamiques, ce qui veut dire que si je veux avoir plus d'informations sur ce que Anna a fait, puisque Anna est ma première consommatrice de bande passante, eh ben je vais simplement cliquer dessus et choisir filtrer. Et à ce moment-là, le tableau de bord va être recalculé du point de vue d'Anna, de façon à avoir ces informations statistiques. D'accord ? Donc ici, je saurai à quel domaine elle s'est connectée, dans quelle catégorie d'URL c'était, les destinations, les applications, etc. Ce qui me permettra de voir que Anna, son premier point de consommation de bande passante, son premier point de transfert, c'est YouTube, ce qui n'est pas forcément un mal en soi, hein. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent YouTube pour de la communication d'entreprise, de la formation, etc., etc. Vous pourrez vous-même aller voir des replays de webinaires sur la chaîne YouTube de WatchGuard France. Donc ce n'est pas forcément un problème légal ou fonctionnel en soi, mais YouTube a la fâcheuse tendance à mesurer la bande passante disponible à l'ouverture de la page de l'utilisateur, de façon à lui fournir la vidéo dans la qualité la plus élevée possible. Ce qui est très agréable pour l'utilisateur, mais un peu moins pour l'administrateur, puisque en faisant ça, l'utilisateur risque de consommer toute la bande passante disponible au détriment de ses collègues. Donc, savoir que Anna fait du YouTube, ça nous permettra de mettre en œuvre des mécanismes, notamment au travers de l'application control, pour limiter la bande passante et du coup ne pas interdire YouTube purement et simplement, mais y appliquer une limite fonctionnelle de sorte que tout le monde puisse travailler et tout le monde puisse avoir sa part de bande passante. Si je clique sur YouTube, à ce moment-là, je vais changer mon focus ici, ce qui va permettre de voir qui d'autre a utilisé YouTube. Je prends YouTube dans cet exemple parce que c'est quelque chose d'assez concret en entreprise, mais c'est fonctionnel avec tout type de service. Si je peux voir qui d'autre a fait du streaming, voilà, ça me recalculera mon tableau de bord automatiquement. Le tableau de bord de sécurité, c'est un tableau de bord dans lequel on va avoir le suivi de ce qui a été bloqué par le système, par les différents systèmes, que ce soit par un système avancé, ici la sandbox, la PT blocker fournie par Lastline, ou que ce soit simplement des éléments réseau, hein, puisqu'on aura pu bloquer des éléments comme du broadcast, de l'unicast, ce type de choses. Donc ici, on va avoir ce détail. Ça nous permettra de suivre l'activité, donc voir qui a essayé d'accéder à des catégories web qui ont été bloquées, catégories d'applications, etc. Ça nous permettra également de suivre l'activité des attaques. Ici, si je filtre sur cette menace, je vais obtenir des infos sur notamment qui a été exposé à ce type de menace. Donc ici, j'ai un utilisateur qui s'appelle Sid,
dans mon Active Directory. Donc Sid a probablement cliqué sur un lien sur lequel il n'aurait pas dû, et il se trouve que la sandbox a bloqué une menace. Donc il sera intéressant d'utiliser Dimension pour identifier des utilisateurs qui peuvent se mettre en danger, de façon à pouvoir les former. Les utilisateurs sont bien souvent pas assez formés en termes de sécurité, donc pouvoir leur fournir des conseils qu'ils vont pouvoir appliquer aussi bien dans le contexte de l'entreprise que dans le contexte familial et personnel, ça permettra de faire avancer un petit peu c'est difficile ce matin, la cause globale de la sécurité. Le tableau de bord des services d'abonnement. C'est un suivi de l'activité des services de sécurité du pare-feu. Donc on aura la possibilité, pas simplement de voir quand des choses ont été bloquées, mais de vérifier qu'il y a bien eu des analyses. Vous avez peut-être la chance, je vous le souhaite, d'avoir des utilisateurs sages, bien formés, conscients des risques, etc., etc. Donc vous n'avez jamais aucun blocage sur votre système, ou pratiquement pas, parce que vos utilisateurs sont géniaux. Grand bien vous fasse, toujours est-il qu'il sera intéressant de vérifier que vous avez effectivement des analyses qui ont lieu, de façon à s'assurer que vous n'avez pas oublié des processus dans la configuration de votre UTM. Donc, en se baladant dans le graphe, on a les tranches horaires qui apparaissent, et donc là ici sur les sites web bloqués, on a des pics de blocage essentiellement sur la fin de nuit. D'accord? Donc, on pourra éventuellement se poser des questions. On voit aussi que globalement, l'ensemble des analyses commence à démarrer aux alentours de 17 ou 18 heures. Peut-être que vos utilisateurs travaillent en décalé, de toute façon, pouvoir communiquer avec la Chine ou les États-Unis ou que sais-je. La carte des menaces, c'est une carte géographique des flux basée sur notre service de géolocalisation qui utilise une base de données dans laquelle sont référencés tous les pools d'IP publics rangés par pays. L'intérêt de cette map, c'est qu'on va pouvoir voir les pays qui sont concernés par des paquets refusés, par des éléments associés à du botnet, on n'en a pas, à du trafic web, etc., de façon à pouvoir identifier géographiquement des flux, qu'ils soient bons ou mauvais. L'intérêt de ça, c'est que ce service de géolocalisation dans l'UTM va vous permettre, en fonction de la version de votre boîtier, de bloquer purement et simplement les communications depuis et vers certains pays sur des règles de flux spécifiques, sans pour autant avoir besoin de fermer des ports. Donc typiquement, si vous avez trop de spam qui viennent de Chine et que vous n'avez pas d'interaction mail avec la Chine, à ce moment-là, vous pourrez bloquer les flux de messagerie chinois sans pour autant fermer les ports et sans pour autant restreindre vos services, tout en vous laissant la possibilité d'accéder à d'autres types de fonctionnalités hébergées en Chine. Donc ça peut vous fournir un certain nombre d'informations de ce type. Alors, le tableau de bord, comme d'habitude, est dynamique. Donc si je clique sur un pays, je vais avoir des informations. Donc ici, je suis dans un tableau de bord de trafic web. Donc j'aurai les noms de domaines qui ont été visités, si possible une idée de l'emplacement où c'est hébergé, adresse IP, nombre de visites, volumétrie, etc., etc., etc. Le Firewatch, c'est une vue synthétique du tableau de bord exécutif, le premier qu'on ait vu. Le but du jeu, Firewatch, disais-je. Le but du Firewatch, c'est de pouvoir donner une lecture plus claire à des utilisateurs qui sont non techniques, typiquement à des chefs d'entreprise qui ont autre chose à faire que faire de l'informatique. Donc on va pouvoir leur montrer graphiquement comment la bande passante est consommée. Donc la lecture est simple, le grand rectangle c'est 100% de l'usage, et puis chaque bloc à l'intérieur représente de façon proportionnelle la part de consommation pour les différentes sources, les utilisateurs, les applications, les domaines, etc., etc. Comme d'habitude, c'est dynamique, donc si je veux voir qui utilise Chrome, par exemple, je vais cliquer sur filtre et ça va me donner des indications, le même type d'indications que j'aurais eu dans mon tableau de bord exécutif. Ça, c'est notamment ce qui vous permettra de justifier que oui, il est nécessaire de faire un upgrade d'une liaison Internet, parce que oui, le travail a été fait en amont, les utilisateurs sont formés, les flux à contrôler sont contrôlés, les flux à maîtriser sont maîtrisés. Il n'y a plus d'autre alternative que d'upgrader
la liaison, là où les liaisons Internet sur l'infrastructure. C'est parfois, malheureusement, la seule et unique bonne réponse. Mais là, au moins, vous pourrez le justifier. La policy map, c'est un tableau de bord spécifique pour les services informatiques. C'est la réalité des flux au travers du pare-feu. Donc on va avoir ces courbes qui vont nous indiquer les usages. La lecture est assez simple. On a à gauche les interfaces sources, qu'elles soient internes ou externes, que ce soit des ports physiques ou des VLAN. Ensuite, on a tout à droite l'interface de destination, encore une fois interne, externe, physique ou VLAN. Ensuite, on a ici la stratégie qui est utilisée par le pare-feu pour traiter ce flux et le résultat de cette stratégie, donc autorisé ou refusé. On est ici en volumétrie, donc il est normal d'avoir un volume de refusés qui est très faible, puisqu'un grand nombre de connexions refusées, comme on interrompt les sessions, ça ne permettra pas le transfert. Ce tableau de bord va nous permettre de comprendre ici les usages. On a vu dans le tableau de bord exécutif qui faisait quoi. Maintenant, on va voir le comment. En l'occurrence, on va voir qu'on a autorisé 5 gigas de transfert sur la période indiquée, qu'on en a consommé à peu près 1 dans un proxy HTTP, 1 dans la règle outgoing, un peu moins de 1 dans une règle HTTPS, et on a un proxy HTTPS guest qui a consommé bien plus. Alors, première chose, si d'aventure vous étiez dans un contexte de problématique de bande passante, on a donc ici un réseau Wi-Fi de production et un réseau Wi-Fi invité, et il se trouve que ce réseau Wi-Fi invité consomme pratiquement la moitié de la bande passante utilisable. Donc avant de chercher à faire des choses très compliquées, on a peut-être intérêt à mettre en œuvre des mécanismes de limitation de bande passante sur ce réseau Wi-Fi invité, et en priorité sur cette règle HTTPS Proxy Guest. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'écosystème WatchGuard, HTTPS Proxy Guest, ce sera le nom exact de la règle que vous allez trouver dans la configuration, donc il n'y a pas besoin de chercher très loin pour trouver l'élément. Par ailleurs, si vous ne connaissez pas bien WatchGuard, vous avez ici un problème, puisque il y a à peu près la moitié du trafic du réseau Wi-Fi de production qui passe dans une règle par défaut qui s'appelle outgoing. Cette règle est très pratique au démarrage, mais elle doit disparaître le plus rapidement possible pour éviter des dérives fonctionnelles. Et donc ici, on peut trouver des leviers d'amélioration sur la bande passante et puis des leviers d'amélioration de la sécurité. Donc, ce tableau de bord est plutôt intéressant. Comme d'habitude, il est dynamique, donc si je veux voir ce qui s'est passé sur un réseau donné, je peux filtrer sur ce réseau, et si c'est sur une stratégie que je veux, à nouveau, je peux changer mon filtre, etc., etc., etc. Donc ici, je suis en vue par octet, volumétrie, bande passante. Je vais passer en connexion. Ici, on va donc avoir l'indication du nombre de connexions, du nombre de requêtes qui ont eu lieu. Ça peut être intéressant puisque très souvent, quand on est administrateur système, on est en poste, on travaille dur, les utilisateurs se plaignent qu'Internet est lent, on fait tous la même chose, on cherche des problèmes de bande passante. Or, parfois, le problème n'est pas là, mais au niveau du ping. Et du coup, mesurer, contrôler ce ping, c'est pas toujours extrêmement simple quand on n'a pas un accès opérateur. Donc ici, on va avoir la possibilité de voir quelles stratégies vont avoir un impact plus ou moins important sur ce ping. On a eu 260 000 requêtes sortantes, 247 000 ont été autorisées, les autres ont donc été refusées. Et sur ces 247 000 requêtes, j'en ai eu 191 000 qui étaient des requêtes DNS. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je vais vous aider. 191 000 requêtes, c'est beaucoup trop, c'est 9 à 10 fois trop au regard du reste. Du coup, on a ici un cas assez classique de la PME où on cherche un ralentissement Internet sur un problème de liaison opérateur, sur un problème de débit, une surconsommation ou autre, alors qu'en fait, on a un problème fonctionnel qui fait qu'on envoie trop de requêtes, donc on génère un bouchon en fait sur la liaison, ce qui ralentit globalement à peu près tous les utilisateurs.
Pour comprendre ce qui se passe, on a la possibilité, outre de filtrer, on a la possibilité d'afficher les connexions. Et ça va nous permettre d'aller comprendre le pourquoi ma liaison Internet est lente, pourquoi mon ping est mauvais. Vous avez deux cas assez classiques en PME, il peut y en avoir d'autres, mais ça, ce sont deux grands classiques. Le premier, vous avez vos utilisateurs, on est dans un contexte Active Directory ici, vos utilisateurs ont de très très forts usages web pour les besoins professionnels et du coup leurs usages font qu'on dépasse la, la taille de cache du serveur DNS du serveur Windows. Ce qui fait que le serveur est obligé de générer énormément de requêtes, ce qui génère du trafic qui est inutile. On pourrait compenser ça avec une augmentation de la taille du cache. Il y a une KB Microsoft qui explique comment. Le deuxième cas, c'est celui-ci. On a des utilisateurs du domaine, Rex et Anna, pour ne pas les citer, qui, au lieu de requêter le contrôleur de domaine, requêtent des DNS publics, en l'occurrence ici ceux de Google. On pourrait se dire que c'est pas très grave. Pourtant, ça nous génère un certain nombre de problèmes, ça. Le premier problème, c'est que comme ces utilisateurs n'utilisent pas le cache du serveur DNS, ils génèrent de leur côté beaucoup plus de trafic, ce qui, on le voit, potentiellement impacte la latence et impacte le confort de tous les utilisateurs du réseau. Le deuxième problème, il est purement IT, c'est que ces utilisateurs, comme ils n'utilisent pas le contrôleur de domaine, puisqu'on les laisse aller sur Internet avec un DNS public, et potentiellement, ils vont vous appeler régulièrement parce qu'ils n'ont pas les bons lecteurs réseau, parce qu'ils n'ont pas eu le nouveau logiciel installé par GPO, parce qu'ils n'ont pas les bonnes imprimantes, etc., etc., etc. Donc, on a également un problème d'IT. Il y a un troisième problème. Ce troisième problème, il est assez général. Il serait bien que vous jetiez un œil sur votre infrastructure, vous pourriez avoir des surprises. Ça veut dire qu'on a une règle de pare-feu qui autorise les machines à requêter des serveurs DNS à l'extérieur. Dans un contexte Active Directory, ce n'est pas souhaitable, or c'est souvent le cas. Par habitude, les administrateurs ont tendance à considérer que le DNS ne présente pas de problème de sécurité. Donc, on fait des stratégies qui permettent à tout un réseau ou à tous les réseaux de l'entreprise à communiquer, à faire du DNS avec n'importe quelle adresse IP externe. Bien souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on n'autorise pas des requêtes DNS, mais des requêtes sur les ports TCP UDP 53, ce qui permettrait éventuellement à un pirate de mener une attaque. Donc là, cette surconsommation de DNS, en fait, elle présente trois vrais problèmes et on a pu les identifier en quelques secondes, alors quelques minutes puisque je parle beaucoup, mais intrinsèquement en quelques secondes le matin au café, on peut savoir qu'on a une série de problèmes divers et variés, et donc on va pouvoir régler. On a maintenant des outils de façon à pouvoir suivre cette activité. Alors en plus de ce tableau de bord de base, on a la possibilité d'ajouter des éléments, notamment en termes d'application control. Donc ça permettra de voir quelle famille d'applications est utilisée au travers des différents flux, voilà, en connexion et en octet. Ensuite, on va avoir une série de rapports complémentaires qui seront moins dynamiques. On va avoir des tableaux de bord concernant les clients les plus actifs, concernant la bande passante consommée, la bande passante VPN, des statistiques sur les services de sécurité, etc., etc., etc. Donc c'est tout de suite moins dynamique comme rapport. On n'a pas les jolis graphes, mais ça va vous donner un bon nombre d'informations. Encore une fois, tous ces rapports sont exportables. Tous ces rapports sont basés donc sur la récupération des logs de votre UTM. Ce qui veut donc dire qu'on va pouvoir aller faire des recherches dans ces logs basés sur n'importe quoi, des noms d'utilisateurs, des adresses IP, des noms de domaine, des chaînes de caractères, des applications, peu importe, puisque les logs du WatchGuard sont extrêmement détaillés, donc toutes ces informations-là sont disponibles. Il n'y a pas de langage particulier à apprendre, on pourra chercher n'importe quelle séquence de caractères dans ces logs, ce qui vous permettra donc de faire de l'analyse a posteriori et de trouver des points de blocage.
Ça, c'était la première visite de dimension. Alors, il y a un tableau de bord que je ne vous ai pas montré parce que vous n'avez peut-être pas tout ce type de fonctionnalité. C'est le tableau de bord concernant les AP, les access points, donc des bornes Wi-Fi WatchGuard pilotés par le contrôleur Wi-Fi. Et on aura ici un tableau de bord des usages de nos bornes. Donc, la lecture est simple, hein, on a une couleur par borne. Et puis pour chaque tranche horaire, on a une barre de couleurs plus ou moins importante en fonction de l'usage de la borne. On constate comme tout à l'heure que l'essentiel des usages, rappelez-vous, on le voyait dans le tableau de bord, dans le tableau de bord des services d'abonnement, l'essentiel des usages se font la nuit, donc on commence sur la fin d'après-midi et le gros des usages se font la nuit. La nuit, on a aussi donc l'essentiel des blocages, ce qui peut être logique dans la mesure où c'est là qu'on a le plus d'activité. Maintenant, il est à noter que l'une des bornes Wi-Fi ne sert que la nuit. On va revenir sur les services d'abonnement pour vous rafraîchir la mémoire. L'une des bornes Wi-Fi ne sert pratiquement que la nuit. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la borne Wi-Fi d'un entrepôt? Et auquel cas, on a des usages. Ou est-ce que éventuellement vous n'auriez pas une borne Wi-Fi qui donne sur le parking et du coup, la nuit, vous auriez des visiteurs sur le parking qui viennent profiter de votre connexion Internet à des fins plus ou moins légales, ce qui pourra vous attirer plus ou moins d'ennuis. Donc, à la vue de ce tableau de bord, moi, je m'interrogerai sur les horaires de service et éventuellement sur les usages. N'oubliez pas que dans les stratégies de pare-feu, vous pouvez mettre de la planification horaire, ce qui permet de désactiver des stratégies, donc interdire des choses en fonction d'une planification. Je vous parlais tout à l'heure de la version anonymisée. On va aller voir à quoi ça ressemble. Alors, on va tordre le cou à une idée préconçue. Non, le RGPD n'implique pas nécessairement d'anonymiser les logs. C'est une question de type de log, c'est une question de durée de conservation, etc. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Toujours est-il que dans Dimension, vous pouvez aller cocher une case pour déclencher l'anonymisation des logs et créer un compte pour votre DPO, ce qui permettra au quotidien d'avoir une vue qui est très légèrement différente puisque les tableaux de bord vont être transformés. Voilà, ici, on n'a plus de nom d'utilisateur, on n'a plus de nom de machine, on n'a plus d'adresse IP, les données sont anonymisées. Alors, on ne devrait pas dire anonymisées, mais pseudonymisées, pardon, c'est un peu difficile à dire, puisqu'en fait, la donnée est toujours là, brute en base de données, elle est toujours stockée, et potentiellement, elle est toujours accessible si vous en aviez l'usage ou si les forces de l'ordre venaient toquer à la porte. Il suffirait ici de cliquer sur les petites lunettes, que le DPO renseigne son compte et à ce moment-là, on pourrait retirer les pseudos qui ont été mis sur ces données-là de façon à récupérer la donnée complète. Donc ça devrait pouvoir vous aider en termes de conformité RGPD. Comme on a pas mal avancé, je vais vous emmener voir une autre version de Dimension qui est disponible depuis quelques mois maintenant, qui s'appelle WatchGuard Cloud Visibility. C'est une version de Dimension qui est hébergée dans le cloud de WatchGuard en Europe pour faciliter la conformité RGPD. Pour rappel, il n'est pas requis que les données soient stockées en Europe, il faut juste informer les utilisateurs lorsque ce n'est pas le cas. Donc je vais me connecter à ma console Cloud Visibility. Pour ce faire, je vais utiliser mon authentification multifacteur. Donc, je reçois un push sur mon application Hotpoint dont on pourra reparler ultérieurement et ça valide mon mot de passe. Comme ça, personne ne peut se connecter à mon compte alors que le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une blague, bien entendu. Dans mon tableau de bord, je vais aller voir mon client qui s'appelle JS. Et mon client JS a un dimension hébergé. Voilà, donc j'ai plusieurs boîtiers pour ce client. Ces boîtiers-là, les 4 du bas n'émettent plus de log, ils peuvent être en panne ou
ou avoir une interruption de service. Celui-ci est actuellement en train d'envoyer des logs et celui tout en haut n'a pas encore commencé à envoyer des logs, il a juste été configuré. Et donc ici, je vais retrouver un tableau de bord, une dimension qui est sensiblement le même que celui que je pourrais avoir sur site avec la version dite on-premise de Dimension. Je vais retrouver mes tableaux de bord avec un tableau de bord exécutif avec le top 10 de mes clients. Donc on voit ici que j'ai un utilisateur, j'ai des adresses IP, j'ai des pays qui ont été visités, les principaux domaines, on a les catégories d'URL comme tout à l'heure, les destinations, les applications, etc., etc., etc. Donc la vue a été très légèrement modernisée, des ajouts, des modifications sont en cours dans Dimension pour rejoindre un design à peu près équivalent et surtout obtenir les nouveaux tableaux de bord. Je vais retrouver mes tableaux de bord de sécurité avec les différents éléments. Ma policy map, comme précédemment. Voilà, très fort usage du Wi-Fi. Et puis, toute une série de rapports à nouveau concernant les différents usages. Détection de botnet, il y a eu un petit peu d'activité. Et comme d'habitude, j'ai la possibilité d'avoir un affichage étendu sur le temps. Alors, la licence pour Dimension Cloud, donc WatchGuard Cloud Visibility, est un petit peu différente. Vous avez 30 jours de rétention des logs inclus dans votre Total Security. C'est 30 jours glissants. Et vous avez la possibilité d'étendre ces 30 jours avec des clés de licence complémentaires qui sont payantes. Ce n'est pas forcément la destination première envisagée pour Dimension Cloud d'avoir un stockage de longue durée, puisque derrière ça, on va utiliser des technologies très avancées d'AWS avec de l'Elasticsearch et des choses comme ça. Donc, on a des rapports qui sont très rapides à afficher, très dynamiques, mais ça a un coût machine qui est assez important. C'est pour ça qu'il y a des licences complémentaires. Imaginez plutôt que, comme votre boîtier va être en capacité d'envoyer ses logs dans du syslog, dans 2 serveurs Dimension et dans WatchGuard Cloud, le tout en même temps, imaginez plus un usage différent, typiquement le WatchGuard Cloud, peut-être pour le suivi du support technique, puisqu'on a une rétention de courte durée, et puis peut-être avoir 1 ou 2 dimensions locaux avec un stockage de très longue durée, et là une pseudonymisation des logs. Voilà, vous pouvez imaginer tout un tas de schémas de ce type, mais donc WatchGuard Cloud Visibility est intégré 30 jours de rétention de log dans votre Total Security et 24 heures de rétention de log dans votre Basic Security Suite. J'arrive à la fin de cette démo avec quelques minutes d'avance. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez dans la fenêtre une petite interface pour les poser. N'hésitez pas, je ne donnerai pas vos noms. Bon, non, pas de questions. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, pensez à installer Dimension, c'est vital. Vous ne pouvez pas imaginer faire de la sécurité informatique sans avoir les informations concernant les menaces et les flux. Vous ne ferez qu'imaginer des choses. Ah, une question. Si on me demande les logs complets d'un utilisateur, je fais comment? Alors, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez afficher uniquement des logs bruts d'un utilisateur, vous aurez la possibilité, au travers de la recherche dans le journal, toutes les questions arrivent en même temps. Je vais m'occuper de vous les uns après les autres. En faisant une recherche dans le journal sur le compte utilisateur sur le compte AD de votre utilisateur, vous allez pouvoir lister l'ensemble des éléments. D'accord. Après, on aura la possibilité d'exporter ici. Donc, moi, j'avais cherché Anna. Donc, pour être plus précis, je ferai un Anna@domaine et puis j'exporterai l'ensemble. Ensuite, support d'hébergement, virtualisation obligatoire. Alors, support d'hébergement, virtuellement ce que vous voulez.
Oui, virtualisation obligatoire, c'est une VM, c'est un Ubuntu qui est pré-packagé de façon à faire ce qu'on lui demande et exclusivement ce qu'on lui demande et éviter les vulnérabilités. C'est supporté dans Hyper-V et dans VMware, mais ça fonctionne sur des tonnes d'autres choses. Donc, si vous avez un autre hyperviseur, vous pouvez l'essayer sans problème. Bonjour, pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire sur le Cloud Visibility, délai de rétention, Basic Security, version Total Security? Oui, pas de problème. Le, euh, la licence WatchGuard Cloud Visibility est incluse en Basic Security et en Total Security. En Basic Security, ce qui est inclus, c'est 24 heures de rétention tournant. 24 heures de rétention des logs, et donc ça se renouvelle en permanence. En Total Security, vous avez 30 jours. Dans tous les cas de figure, vous pouvez étendre avec des clés de licence complémentaires, mais c'est probablement pas une bonne idée. Alors, je reviens sur l'une des questions du début concernant les logs d'un utilisateur, notamment dans le cas d'un procès. Donc, vous pourrez effectivement à ce moment-là exporter ce type de choses. Dans le cadre d'un procès, si vous êtes le plaignant, l'export devrait suffire. Si vous êtes j'ai oublié le nom, pardon, mes cours de droit sont très loin. Si c'est vous qui êtes sur le banc des accusés, à ce moment-là, il y aura probablement une saisine et auquel cas les forces de l'ordre commencent gentiment à s'habituer à Dimension. Ils prendront directement une copie de la VM. Ce sera plus simple pour eux. Des rapports en PDF par utilisateur. Alors, vous avez certains rapports concernant les usages, mais vous n'aurez pas les logs. Il est possible de faire, me semble-t-il, un rapport par utilisateur. Il faut que je le retrouve. Il me semble bien, oui, qu'il y a un rapport d'activité par utilisateur. Euh, Dans le pire des cas, il faudra construire un rapport au travers des différentes captures des différents services, notamment directement via le tableau de bord exécutif, puisqu'en fait, votre rapport utilisateur, on va l'avoir de facto en fait dans ce modèle-là. La version minimale de VMware supportée, c'est une bonne question, il faudra que je vérifie. Par principe, je vous dirais que vous n'êtes pas censé avoir aujourd'hui une version antérieure à la 5.5. Sinon, vous avez un certain nombre de problèmes de sécurité. Je vais vérifier, mais ça doit fonctionner sur toutes les versions 5 et 6. Je garde votre question dans un coin et je vous renverrai un petit email. Pour revenir sur la question de l'utilisateur, le rapport de l'utilisateur, globalement, dans le détail, il est là. Ici, on va avoir toute son activité, d'accord, sur la période indiquée. Donc, on doit, même si on n'a pas un rapport PDF préétabli, on doit avoir des choses, il y a moyen de construire des choses. J'ai une question concernant la recherche dans le journal. Existe-t-il une aide sur la signification des différentes informations, notamment dans le cas du SMTP? Je ne suis pas sûr de comprendre exactement. Les choses que vous allez avoir dans les logs sont des choses qui sont normées, c'est protocolaire, notamment dans le cas du SMTP, puisqu'on a des proxys SMTP. Vous avez des phases obligatoires d'authentification, d'échange de handshake, éventuellement de TLS, etc., etc. Donc ça, c'est lié à la norme du protocole. Donc il y a les RFC qui sont disponibles pour ça. Après, pour les éléments propres à WatchGuard, tout va pratiquement être en clair en fait. Quand vous avez la plupart du temps, quand vous avez un code d'identification de quelque chose, derrière vous avez la signification. Je pense notamment aux applications. Quand il y a une application qui est détectée, on verra le code application et le nom de l'application dans la foulée. Donc normalement, la lecture se fait à peu près en clair pour peu qu'on parle un minimum anglais. Concernant toujours les logs de l'utilisateur, effectivement, si vous cliquez sur le bouton PDF ici, ça vous exportera en PDF le tableau de bord exécutif. Je vais regarder pour un rapport par utilisateur et je reviens vers vous par email dans la journée.
Y a-t-il possibilité de vérifier les certificats SSL des sites vérifiés? Non, pas dans Dimension. Pas dans Dimension et pas dans le boîtier. Par vérification, j'imagine que vous voulez parler de date d'expiration et de domaine généré. Non. Alors, si vous faites correctement la mise en œuvre du WatchGuard, notamment en mettant en place de l'inspection HTTPS, vous allez rencontrer des problèmes avec les certificats auto-signés, ce qui serait à peu près la seule chose à vérifier. Après, sinon, dans les profils SSL et TLS, il est possible de forcer la validation OCSP des certificats, ce qui permettrait en amont en fait de faire ce check, mais pas dans Dimension. Dimension ne vérifie rien en fait. Dimension ne fait que concaténer les données envoyées par l'UTM. Pour info, si vous ne voyez pas tous ces rapports, c'est probablement parce que vous ne générez pas assez de logs. Dernière question, oui, je vous en prie, allez-y. Donc ouais, si vous n'avez pas tous ces rapports, c'est probablement que vous ne générez pas assez de logs dans votre WatchGuard, auquel cas, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je pourrais vous filer un coup de main pour rendre votre boîtier un peu plus verbeux, ce qui devrait être dans tous les cas de figure. Alors, est-ce que Dimension est installé dans l'infra du client ou dans le cloud? Eh bien, comme vous voulez en fait. Comme vous voulez, le Dimension peut être installé sur l'infra du client s'il a de quoi virtualiser. Des fois, un simple NAS qui a des capacités de virtualisation, ça peut être suffisant. Et ça peut même permettre de régler des problèmes si votre client n'a pas une liaison de super bonne qualité. Ça peut être hébergé chez vous, ça peut être hébergé en data center. Vous pourriez décider de le mettre par vous-même dans un cloud public, que ce soit l'un des deux gros mondiaux ou un autre. C'est comme vous voulez, vous n'avez que la problématique de pouvoir virtualiser. Est-ce que vous aurez le support de présentation? Malheureusement, mis à part les 2 slides de démarrage, il n'y a pas beaucoup de présentations. En revanche, vous allez recevoir un lien avec le replay de cette session qui est enregistrée. Donc vous pourrez revoir ça, y compris avec la session des questions. Je sauvegarde avec un client Acronis la VM, mais il m'est impossible de restaurer la VM. Alors ça, ce sera à voir, c'est du cas particulier. Revenez vers moi pour cette histoire de restauration. Ça peut être le mode de sauvegarde qui peut poser un problème, notamment si vous ne faites pas de la sauvegarde par bloc, puisqu'il ne faut pas oublier que dans la VM, il y a une base de données. Donc, rappelez-moi, on pourra en reparler et au besoin, on en discutera avec le support. Quelle est la méthode d'authentification Alors, pardon. Quelle est la méthode d'authentification, double authentification, certificat? Méthode d'authentification, pourquoi? Pour se connecter sur la VM, pour se connecter à Dimension. Par défaut, vous êtes sur une page en HTTPS avec un certificat auto-signé. Si vous avez un certificat dont vous êtes propriétaire, vous pouvez le mettre en œuvre. Et oui, il est possible de rajouter du MFA dessus. Ok, pour votre problème de backup, envoyez-moi un petit mail, on prendra contact en fin d'après-midi pour regarder ça. Dimension fait partie d'un traitement dans le registre du RGPD, mais est-ce que le Policy Manager doit être défini comme traitement? Il faut faire une... alors, pour moi, le Policy Manager ne contient pas de données à caractère personnel. De ce que j'en comprends, alors attention, je ne suis pas juriste, je n'ai fait qu'une année de fac de droit, ce sera probablement à confirmer avec un juriste. Mais pour moi, si vous avez un login qui apparaît dans le Policy Manager, ce n'est à ce moment-là pas un élément traitant de l'utilisateur lui-même, mais plus un élément fonctionnel. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait déclarer votre Active Directory comme élément de traitement de la donnée. Donc ça me semble bizarre, à moins que peut-être ce soit dans votre AD le compte d'un client. J'ai du mal à imaginer que le Policy Manager soit concerné par le RGPD, mais je ne suis pas juriste. Et voyez quand même à vous rapprocher d'une assistance juridique. Votre question est plutôt bonne. Je suis désolé, j'ai pas tellement la réponse. Dans Dimension, il n'est pas possible de mettre en place
Pardon, je suis pas sûr de comprendre. Dans Dimension, il n'est pas possible de mettre en place, de modifier des règles. Alors, euh, vous avez la possibilité, si moi je comprends bien, je pense que la réponse c'est ça. Dimension au départ est un système de monitoring, d'accord? Donc on ne fait de modification de rien et la base de données en elle-même n'est pas altérable. Si vous utilisez la fonctionnalité Dimension Command qui permet de transformer Dimension en un serveur de gestion centralisé web, il est possible au travers des logs d'accéder à certains éléments de configuration pour venir les modifier. Oui, vous pouvez. Ce n'est pas ma méthode de travail préférée, mais oui, effectivement, c'est possible et Dimension Command est disponible dans la Total Security Suite. Donc, installer Dimension, c'est important. Vous ne pourrez pas faire de sécu sans ça. Merci d'être venu. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien des vacances si vous en approchez. Et à très bientôt. Au revoir.